est allé un peu au culot. Ce qu'on s'est dit assez vite quand on a commencé à composer ensemble, c'est que les chansons qu'on créait, c'était des chansons qui seraient à l'aise dans des grandes salles. C'est de la musique qui a un peu ample, qui a un petit côté un peu massif, un peu monolithique. Donc on adore faire des concerts dans des petites salles comme Headliner, c'est pas le problème. Mais on se disait que ce serait vraiment intéressant de voir ce que donneraient les chansons et d'exposer les gens aux chansons dans le contexte de très grosses salles, et donc de faire plutôt des premières parties de groupe établis que des concerts de Headliner. Donc on a commencé par peaufiner 3 singles et les clips qui allaient avec en 2018, qu'on a utilisé comme carte de visite. Simple carte de visite, ouais. Les titres et les clips. Ouais. On a quand même voulu les clipper pour avoir quand même une image, pouvoir se montrer aussi. Ouais. Et puis pour rassurer, parce que l'idée c'était après d'approcher des bookers, des tourneurs, etc., pour les rassurer sur le fait de dire que ouais, on savait se présenter, on savait se tenir. Et puis ça a marché parce que bah voilà, on a approché des bookers et des tourneurs qui travaillaient surtout en Europe de l'Est, parce qu'on savait que la plupart des groupes internationaux qui tournent en Europe de l'Est, ils ont tendance à prendre des premières parties ponctuelles. Donc on se disait que la porte serait peut-être ouverte. Et puis bah, le fait est, c'est pas mal ouvert. C'est très ouvert. Ouais, puisqu'on a commencé par récupérer, on a fait une première partie pour Deep Purple, devant 16 000 personnes, après avoir fait un concert privé la semaine d'avant devant 50, donc c'était intéressant comme contraste. Et puis Disturbed, Papa Roach, Anthrax à Moscou. Et voilà, au culot. Celui qui vient vraiment à l'esprit, c'est Deep Purple. Tout de suite, c'est Deep Purple. Qui ont été des vrais seigneurs avec nous, qui ont commencé déjà avant même qu'on les rencontre par publier un communiqué de presse la veille du jour où on faisait la première partie pour dire à leurs fans de se pointer en avance pour être sûr de nous voir. Sur le thème, si nous, Deep Purple, on commençait aujourd'hui, on sonnerait comme ces mecs-là. Ce qui était quand même assez flatteur. Et puis on a eu le droit à tout, on a eu droit à un soundcheck princier, on a eu le droit d'utiliser leur écran géant pour projeter le logo du groupe pendant tout le concert, c'était quand même énorme. Et ouais, d'abord on a eu le privilège d'apprendre qu'ils avaient assisté à notre concert depuis la scène, ils étaient planqués derrière nous pendant qu'on jouait, et leur directeur technique nous l'a dit à la fin, heureusement, parce que sinon on n'aurait pas pu jouer. Et donc ils ont adoré, puis on a eu le droit de faire la même chose, on a assisté au concert en side stage. En plein milieu du concert, pendant un solo de clavier, on a quand même eu droit à Steve Morse qui prend sa bière. Et il nous a rejoint, on s'inquiète. Donc. C'était quand même bonjour, Steve Morse. Oui, on sait. Donc voilà. C'est bien. Et qui était très élogieux sur le set, il a beaucoup aimé, Donaire a beaucoup aimé, le clavieriste du groupe qui est venu discuter avec nous après. Donc oui, l'accueil a été plutôt très positif. Et l'autre souvenir aussi, c'est le manager d'Anthrax. Qui nous a expliqué en nous rencontrant que avant de nous dire oui, avant de nous choisir, en fait ils avaient dit non à 18 autres groupes pour cette même première partie, et que ils avaient adoré ce qu'on faisait, et la façon dont il en a parlé nous a fait plaisir parce que ça correspond vraiment à ce qu'on essaye de faire. Il a dit on vous a choisi parce que ce que vous faites c'est pas du métal, mais les fans de métal peuvent adorer. Ce qui faisait de vous la première partie idéale pour nous, et le fait est que ouais. On a quand même eu une confiance en nous assez intense, quoi. Ouais. C'était vraiment encore un petit poids sur les épaules, mais tu le sais quand tu montes sur scène et tu dis ok, je peux y aller. Ouais. Je peux y aller, je peux tout donner. On était un petit peu dubitatif avec le public. D'Anthrax. Et en fait. On a eu une réception incroyable. Incroyable. Ça a été un bon rappel que le public métal de façon générale a les oreilles beaucoup plus ouvertes que ce que les gens peuvent croire de l'extérieur. C'est pas si fermé que ça. Nous on le sait parce qu'on vient de là, mais pour le grand public c'est un peu compliqué. Le métal c'est le cheveu long gras et j'écoute que ça et voilà. Mais non, le métalleux, on peut l'appeler, a une oreille assez éclectique, plein de choses différentes, très curieux de nouvelles choses, et c'est pour ça, public d'Anthrax, public russe, ça fait quand même 2 poids. Et c'est vraiment très bien, c'est vraiment un très bon souvenir à ce niveau-là aussi. Vraiment. Anthrax, on n'a pas pu les approcher par contre. Non, on n'a pas vu le groupe, mais ils étaient un peu à la bourre en fait. Il y a eu un incident assez drôle. Ils ont un gros problème technique pendant leur soundcheck. Donc nous, on devait faire, au départ, on devait faire un soundcheck de 45 minutes qui se terminait 30 minutes avant l'ouverture des portes. Au final, on a eu un soundcheck de 12 minutes
devant les 1500 premières personnes qui avaient des places de première catégorie que les gens ont laissé rentrer en avance. Donc il y a eu un moment, et puis finalement, plutôt que de faire genre, on fait semblant que vous n'êtes pas là, on les a chauffés en fait, on les a fait participer, on a fait le soundcheck avec eux. Ils ont fait le soundcheck avec nous, du coup ils étaient ravis, on a eu à peine 3 minutes pour se changer et revenir faire le set. Mais du coup quand on est revenu, ils nous attendaient de manière plutôt optimiste, quoi, plutôt positive. Papa Roach aussi, on a eu un bon contact avec... Papa Roach, ils ont été adorables, c'est des crèmes. Même le lendemain, on s'est rencontrés en partant à l'aéroport. Et les gars, pas obligés quoi, ils sont venus nous voir, discuter avec nous. Ils ont dit, les gars, c'était super hier. Ça fait du bien au cœur. Ça fait toujours plaisir de rencontrer des gens qu'on admire et de ne pas être déçu par eux en tant que personne, au contraire. Mais voilà, ça c'est des gens qui n'ont plus rien à prouver et qui du coup ne se croient pas obligés de jouer les stars. Pour nous c'était des grands moments, on était quand même des fanboys quoi. L'album en fait était déjà largement composé, il n'était pas enregistré, pas mixé, mais la première chose que ça nous a apporté, pas la première, l'une des choses que ça nous a apporté de faire ces premières parties-là, on savait qu'il y avait un potentiel dans nos chansons pour sonner vraiment très gros. On a appris en jouant sur ces scènes-là à faire ça encore mieux. On en a retenu plein de choses sur la manière de jouer, la manière d'arranger, la manière de mixer. Du coup, même les singles qu'on avait utilisés comme carte de visite pour obtenir ces dates-là, on les a refait du sol au plafond pour les versions de l'album parce qu'on savait comment on voulait sonner le son qu'on voulait avoir. Pas dans la composition. La composition n'a pas changé. Le son qu'on voulait avoir, l'intensité, la place que ça devait prendre sur un CD. C'est pour ça qu'après on s'est adressé à des personnes compétentes par rapport à ce qu'on voulait en parlant de Brian Robbins. Et ça nous a servi vraiment à ça. Ça a été très très important, c'était une grande évolution à ce niveau-là. On n'a vraiment pas touché au morceau, mais on savait ce qu'on voulait après au niveau du son. L'autre truc que ça apporte, d'abord c'est un kiff monumental. Déjà de jouer ta musique dans des salles comme ça, la première fois que tu entends une chanson de ton groupe jouer sur une sono qui est suffisante pour reproduire le bombardement de Dresde, ça soit toute seule, il y a un truc qui se passe qui est énorme, donc c'était un kiff monumental. C'était aussi un bel apprentissage de la gestion de la pression parce que tu vas pas jouer devant 16 000 personnes qui plus est sont venues pour voir un autre groupe comme tu vas jouer devant 50 potes. Donc il y avait aussi ça, et puis on avait déjà la foi avant dans le projet, dans ce qu'on fait ensemble. On l'a encore beaucoup plus maintenant parce qu'on a vu comment les gens réagissent en masse, y compris quand ils ne sont pas venus pour nous. C'est vrai que la réaction qu'on a eue, je me souviens quand on a fait la première partie de Papa Roach, c'était à Vilnius, et les gens, le staff technique de la salle est venu nous voir après. Et leur message c'était, les mecs, vous vous rendez pas compte, vous n'avez pas du tout été reçus comme une première partie, vous avez été reçus comme un headliner, nous on n'a jamais vu ça. Et c'est tout dans la même salle depuis 15 ans, 20 ans, c'est la première fois. On avait vu que ça avait fonctionné, mais ça fait le petit plus, tu dis ok, ce qu'on fait c'est sérieux, c'est pris au sérieux, surtout nous on sait qu'on fait ça sérieusement, mais c'est pris au sérieux par des professionnels et par le public. Et ça nous a quand même ramené du public. Oui, il y a des gens maintenant dans tous ces pays-là qui ont fait, mais ça genre alors les bonnes. Ça nous a ramené du public quoi. Du public. Dans ce groupe, comment est venue l'idée de bosser avec Brian Robbins? Dans Trank, tout est une question d'équilibre. Il y a un équilibre entre une certaine forme par exemple d'obscurité dans la musique, il y a un côté un peu sombre, un peu menaçant par moment, mais en même temps on veut que ça reste puissant et accrocheur et que les gens aient envie de nous rejoindre, qu'on parle d'émotions qui sont un peu de noir mais que ça relève de la musique qu'on fait, ça en fasse une sorte d'exutoire et pas un truc cauchemardesque. Il y a aussi un autre équilibre qu'on cherchait, c'est la raison pour laquelle on a bossé avec Brian. On voulait un son qui soit à la fois assez riche, assez touffu. La plupart des morceaux ont une structure qui est assez classique, couplet-refrain, même si il y a pas mal de liberté, il y a des variations sur ce thème-là. On fait exprès justement de varier les plaisirs et d'avoir des éléments de surprise dans la structure des morceaux. Malgré tout, ça reste des chansons. Mais tout en restant dans un format chanson de 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes maximum, on aime beaucoup l'idée que la chanson soit mise en son et mise en scène d'une façon qui est riche, qu'il y ait beaucoup de richesse harmonique, qu'il se passe des choses, qu'il y ait une atmosphère. On a travaillé pour ça avec notre producteur et ingénieur, qui est aussi un ami de longue date, Yvan Baronne,
qui nous a permis d'enregistrer les morceaux avec une approche vraiment vieille école, avec du beau micro, du beau préamp, de la belle console, avec beaucoup de richesse harmonique. Mais ce matériau-là, on voulait trouver un équilibre entre sa richesse et puis un élément de puissance, de masse, d'attaque. Brian Robbins est très fort pour ça. Dans ses mix pour Bring Me the Horizon ou pour Asking Alexandria, on sent que c'est quelqu'un qui est capable de prendre du matériau qui est très touffu et sans perdre en richesse, de donner cet élément d'impact et de masse. On avait entendu son travail, il avait déjà été mentionné dans diverses conversations qu'on avait eues sur quels pourraient être les ingés vers lesquels se tourner. Et on l'a approché au départ sur le thème parce que tu voudrais pas mixer 3-4 voilà. C'était un test au début. 3-4 morceaux. On avait plusieurs noms en tête, hein. Ouais. Il y a plusieurs personnes avec qui on voulait travailler. Et puis lui, il a adoré ce qu'on faisait, et nous, on a adoré son premier mix, et il nous a dit d'emblée, non, moi je veux faire tout le disque. Il est pas donné, donc on a discuté un peu, mais il y avait vraiment un bon fit, une bonne correspondance entre cet équilibre qu'on voulait entre richesse et puissance, et sa façon de travailler à lui. Qui plus est, ça nous a beaucoup servi parce qu'une bonne partie du mix s'est fait pendant le confinement. Il a l'habitude de travailler à distance, il est basé à New York. Et le fait d'avoir quelqu'un qui soit suffisamment flexible et intelligent et maître de son taf pour arriver à travailler à distance avec le groupe, ça c'est quand même énorme. Donc on lui a envoyé pour chaque morceau. C'était tous les jours, hein. Ouais. Encore de journée, Michel et Johan se sont vraiment collés dessus. Tous les jours, des rapports, on renvoyait, on écoutait, on débriefait. On lui renvoyait nos avis, nos souhaits, tout ça, il renvoyait tout de suite. Il a vraiment fait un travail. Il a fait un travail incroyable. Pour le morceau le plus rapide, les morceaux les plus rapides, ça a pris 4 rounds. Ouais. À chaque fois, on avait 4 mix, puis on passait au morceau suivant. Il y a eu la pire de toutes qui a pris 14 rounds, y compris une longue pause entre le 10e et le 11e parce qu'on n'en pouvait plus, qu'on n'y arrivait plus, on n'entendait plus. Donc on l'a laissé reposer pendant quelques jours. Et quand on y est revenu un petit peu plus tard, le truc qui clochait a fini par nous sauter aux oreilles. Mais voilà, c'était vraiment, le fait de travailler avec lui, c'était vraiment pour avoir cet équilibre entre la richesse et la puissance qu'on voulait. Le titre The Ropes a ceci de commun avec la plupart des chansons de l'album, qui a un thème moins évident dedans, qui est le thème des relations entre les gens, des liens qui unissent les gens de manière plus ou moins consciente. On n'a pas écrit un concept album, mais on s'est rendu compte au bout d'un moment que la plupart des chansons traitaient de tel ou tel aspect de ce thème-là. Que ce soit des liens voulus, pas voulus, imposés, pas imposés, bénéfiques, destructeurs. Il y avait ce lien-là partout, et dans 2-3 textes en particulier, Bend or Break et The Ropes, c'était mis en avant par l'intermédiaire d'une référence plus ou moins directe au SM et au bondage. Et donc il y a ça dans le visuel des cordes. En fait, quand on a discuté avec notre réalisateur, qui est notre directeur visuel en fait, Alban Verneret, quand on a discuté du thème de la chanson et au-delà de ça, de l'écho, ce thème-là qu'il y a dans le reste des chansons de l'album, c'est devenu assez vite évident que d'abord la chanson devrait être la chanson type de l'album, ensuite que le clip devait d'une manière ou d'une autre visualiser le lien de manière très graphique. Et c'est Alban qui a eu l'idée de faire appel à l'univers du Shibari. Donc c'est pas la première fois qu'il y a un groupe qui utilise l'imagerie du bondage pour parler d'histoires de liens, que ce soit sociaux ou économiques, ou personnels, affectifs ou quoi que ce soit. Depeche Mode l'a fait, Nine Inch Nails l'a fait. Nous, on a voulu le faire, mais à notre sauce. Et c'est important pour nous de rester un peu à l'écart des clichés. Donc on l'a pas fait en noir avec du cuir et du latex partout. C'est ça qui nous intéresse. Graphique. Ouais, c'est très graphique. Mais le Shibari avec cette cérémonie qu'est le Shibari, à la limite du religieux. Ouais. C'était le tournage était impressionnant. Nous on a tourné pendant 2 heures, ils ont tourné pendant 1 heure. Le silence. Dans le studio. On entendait voler les molécules. Nous les yeux comme ça en disant qu'est-ce que c'est, et de sentir ce lien. Ouais. Qu'il y a avec cette spirituel, c'est un lien spirituel qui est très très fort. C'est incroyable. On voulait que ça reste graphique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de blanc, juste prononcé en couleur avec ces cordes violettes. Juste ça, en fait. On voulait éviter la vulgarité, on voulait éviter tout un tas de clichés esthétiques et narratifs qui viennent à l'esprit, en particulier quand on
non seulement quand on parle de bondage, mais quand on parle de bondage dans le contexte de clips et de clips de rock. On voulait aussi, tu parlais de Ring, il y a un double sens au fait d'avoir choisi The Ropes comme titre de l'album. L'expression show the ropes en anglais, c'est l'expression faire de la boxe et c'est apprendre les bases. Parce que ouais, quand tu commences la boxe, tu vas être acculé dans les cordes et tu vas t'en prendre plein la gueule jusqu'à ce que tu saches comment te défendre. Et ça nous paraissait approprié pour le titre d'un album qui est notre premier et qui pose un peu les bases de voilà, le son de Trank et l'identité musicale de Trank, c'est ça. D'où le double sens ouais, du choix du titre. Il y a beaucoup de double sens tout le long de l'album. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On a tous des goûts qui sont très éclectiques, mais chacun a son centre de gravité, on va dire. Tu peux peut-être commencer par parler de ça. Oui, on a tous une prédominance dans notre culture musicale. Ouais. Et moi, personnellement, et ce qui est bien chez chacun, si tu interviews tout le monde, chacun va dire moi, personnellement, j'aime ça. Ce qui fait que, une fois checké, ça donne ça. Moi, j'ai cette culture, personnellement, de métal, rock métal, pas métal pur, hein, rock métal. Beaucoup, il y a surtout des 90s. Dans le rock, on est dans Pearl Jam, on est dans Soundgarden, on est dans du Deftones, on est à côté, j'ai cette culture de Queen, de AA, de Supertramp, de Bob Marley, d'Hendrix, j'étais avec ça, de Pink Floyd, mais toujours avec de la guitare, du rock, voilà, avec des harmonies, avec des mélodies, jamais de musique droite, fade, j'ai pas été élevé comme ça. Et moi, c'est ma culture. Voilà, après, il y a des choses beaucoup plus nerveuses comme Korn, comme Slipknot, j'écoute beaucoup. Et puis là, je suis en train de me refaire du Porcupine Tree. On a redécouvert tous les deux Porcupine Tree. Voilà, la dernière fois, je me suis écouté le dernier album d'Alanis Morissette. Tu vois, ça part un peu dans tous les sens, mais il y a quand même une base où il faut qu'il y ait de la guitare, il faut qu'il y ait de la mélodie, il faut que ça soit joli. Et il y a un truc en fait, Julien, qui est notre guitariste, sera plus branché rock alternatif, c'est un dingue de Muse. Il aime beaucoup Bring Me The Horizon, il aime beaucoup pas mal de trucs de rock alternatif contemporain, des choses comme Royal Blood, etc. Johan, qui est notre batteur, est très classique rock, jazz rock, rock progressif et néo-prog. Je crois que c'est lui qui m'a fait découvrir Porcupine Tree il y a quelques années de ça. Moi, je viens au départ de toute la New Wave et la Cold Wave, des choses les plus électroniques comme des Depeche Mode, dont je suis toujours hyper fan, comme Killing Joke, comme Cure, comme Joy Division, des gens comme ça. Puis le Metal Indus, les Nine Inch Nails, ça on s'en parle. Et puis j'ai un gros amour pour le post-punk aussi, que ce soit Public Image Limited ou des Wire ou des gens comme ça. On se retrouve tous autour on est tous très éclectiques, mais il y a un centre de gravité chez chacun. On va dire le metal 90s, la cold wave, le rock alterno, le prog rock contemporain. Parce que toutes les références qu'on aime le plus dans ces domaines-là ont en commun et qui se retrouvent, qui est un peu le centre de gravité de Trank, c'est cet équilibre dont on parlait tout à l'heure entre une certaine forme de puissance, d'impact, qui fait bouger les foules, et en même temps une petite part d'ombre dans la musique, une petite part de noirceur mélodique et de voilà. Tu parlais par exemple de Paradise Lost tout à l'heure, que j'aime beaucoup, en particulier une certaine période. Moi je suis pas venu avec les tout premiers albums, j'ai commencé à approcher à partir d'Icon, puis après avec les albums dans lesquels eux-mêmes étaient très fans de Depeche Mode et en fait ils ont collaboré avec un gars qui s'appelle Steve Lyon, qui était ingénieur du son sur deux des meilleurs albums de Depeche Mode et qui a produit One Second et tous les albums de cette période-là. Il me semble qu'il avait bossé sur Back of Times aussi, mais je suis pas sûr. Et il y a ce mélange de quelque chose qui va faire bouger les gens, qui va être cathartique, qui va leur donner envie de participer aux chansons dans les concerts, mais qui en même temps part de là, des trucs un peu noirs au fin fond de l'estomac, là, il y a tous les saloperies, et voilà. Et être capable de prendre ça et d'en faire quelque chose de fédérateur qui fait que les gens vont bouger dessus, c'est la force de tous ces groupes-là. Moi je me souviens avoir dû expliquer à mes potes au lycée plus tard pourquoi un groupe comme Depeche Mode arrivait à faire
hurler des stabs sur des trucs qui, sur le fond, peuvent paraître assez facilement profondément sinistres, ce qui n'est pas le cas. Mais il y a une noirceur chez eux. Il y a une espèce d'amour, une forme de perversion un peu, voilà, il y a une forme de romantisme un peu désespéré, il y a tous ces trucs-là. Et dans une certaine mesure, en fait, toutes les références qu'on a en commun et qu'on met dans Trank, elles ont ça, ce clair-obscur au centre qui fait que tu peux faire une musique qui est intense, niveau émotion, mais pas d'une façon qui repousse les gens, au contraire qui les invite à participer. À la base, non. À la base, non. Alors, effectivement, j'ai composé la trame de cette chanson, mais c'est devenu un hymne pour nos potes bikers. On l'a présenté comme ça, et elle a été finalisée et finie, produite dans ce sens-là, parce qu'effectivement, sans vouloir, ce que j'avais composé à la guitare et tout ça, on était vraiment dans le rond de la Harley, de la bécane, et plein pot, tu vois, route 66, machin, cheveux dans le vent, et on y va, quoi. Mais à la base, non, c'est une idée qui est venue à 2h30 du mat. Je me suis relevé, j'avais ce riff dans la tête qui me gonflait depuis certaines heures. Et voilà. Tout simplement, et après on l'a tourné comme ça, parce que la situation a fait qu'à ce moment-là, je roulais encore avec les bikers. On a fêté leurs 5 ans de leur club, on a joué pour eux. Et tout s'est construit en fait autour de là, mais c'était très juste dès le départ. C'était limite une évidence quand elle a été faite, mais on ne savait pas encore. En fait, la façon dont ce morceau est né, elle est assez typique de la façon dont on bosse. Ce qui va se passer, c'est que soit Julien va amener, on va dire, une colonne vertébrale de chansons à la guitare, 2 minutes ou 3 minutes de guitare, dans laquelle il y a suffisamment de matériaux, pour construire une chanson. Soit David va amener un riff et des variations sur le riff, ou une colonne vertébrale complète. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que moi je vais prendre ça et avec Johan, notre batteur, on va travailler sur le fait de structurer un peu le morceau pour que ça coule de source du début jusqu'à la fin. En allongeant certaines parties, éventuellement en enlevant certaines, voire en complétant avec d'autres parties. Par exemple, dans Chrome, il y avait, dans ce que David a mis, il y avait toutes les parties sauf leur frein. Et il y a ce côté un peu impitoyable du moteur lancé à plein régime dans le riff qu'on aimait beaucoup, puis on s'est dit il faudrait que le refrain ouvre un peu sur l'horizon pour que la chanson soit pas trop claustro. Et donc on a composé le refrain dans la salle de répète. Ah, tiens, c'est pas mal, ce serait pas mal d'aller du coup d'ouvrir avec telle suite d'accords. Et une fois qu'on a eu la suite d'accords au clavier, le reste est venu tout seul. Et puis une fois qu'on a la colonne vertébrale complète de la chanson, on la met dans la salle de répète et on la travaille jusqu'à avoir un arrangement instru complet. Que moi je vais après, alors les machines jouent essentiellement un rôle d'embellissement dans les morceaux. Donc, typiquement, je vais ajouter une touche d'électronique pour donner de l'ampleur à un refrain ou pour donner peut-être un côté un peu plus mécanique quand la chanson le justifie. Et puis on laisse reposer pendant quelques semaines. Et au bout de quelques semaines, je rouvre l'instru et je cherche dans mon petit carnet de notes la ligne magique, la phrase magique, dont soit la sonorité, soit le sens correspond à l'esprit de la chanson. Et on avait commencé déjà, parce qu'on était soutenu par ce groupe de bikers depuis déjà un bon moment, les mecs étaient incroyables, ils ont parcouru des distances pas possibles pour venir nous voir jouer en concert, enfin bon. À chaque fois, ouais. C'était complètement dingue. Et il y avait cette idée qui traînait en l'air de leur faire un hymne. Et puis c'est devenu évident que voilà, la chanson, il y avait ce côté moteur en marche qui justifiait ce truc-là. Donc on a écrit le texte, et l'habillage électronique en particulier, toutes les parties qui renforcent encore ce côté presque industriel de gros moteurs qui fonctionnent à plein régime. Il est venu après. En général, une fois qu'on a les paroles, on refait un petit tour d'affinage et d'embellissement pour que chaque son dans la chanson soit vraiment au service de l'idée. On change rien la chanson. C'est juste, on arrondit les angles. C'est ça. Ou alors on souligne certaines couleurs. Ouais, on les souligne vraiment, voilà. On les fait un peu plus pointus à certains moments. C'est ce qui se passe dans le processus de création. Donc tout le monde participe. L'idée vient toujours soit de Julien, soit de David, soit de moi. Mais on travaille toute la structure et la dynamique du morceau avec Johan et tout l'arrangement ensemble. Ce qui fait qu'en fait les influences, on parlait de centre de gravité tout à l'heure, en fait, on a tous des goûts un peu éclectiques, on a chacun quand même son petit cœur musical quelque part. Tu le ressens.
nous on s'est retrouvés en plein Covid, on était en plein mix. Donc, à distance. À distance, donc pour nous ça n'a pas changé grand chose. On était juste déjà dans la frustration, bon, ça va durer combien de temps, parce qu'on était déjà dans le mix, et on voyait déjà vachement plus loin. On avait des concerts planifiés, on avait des grosses, des belles dates d'ouverture, beaux groupes, très beaux groupes. Le festival. Le festival aussi, et donc on pensait surtout à ça, et puis surtout on réfléchissait déjà. On n'avait pas du tout d'idée, hein, mais dans le sens d'une tournée pour la sortie de l'album. Ni comment, ni où, on ne savait pas du tout, mais on partait là-dedans. Tu parles là-dedans, tu dis, c'est cool, on va y réfléchir dans pas longtemps. Bah, autant que ça. Donc l'un dans l'autre, ça nous a permis de finir correctement notre album, parce qu'on a à faire dans tous les cas. Mais ça ne nous empêchait pas de continuer à écrire en permanence. J'ai commencé à composer le deuxième. Bah ouais, après il y a le... Des brides, hein, ouais, on commence. On a suffisamment de matériaux pour travailler une douzaine de morceaux pour le deuxième. La frustration essentielle, ça n'a pas... Le Covid en soi n'a pas perturbé la finalisation de l'album. Ce qui l'a perturbé, c'est le fait d'aller le défendre sur scène, parce que pour le moment, c'est pas possible. C'est ça qui nous dérange. On a une release party qui est planifiée sous toute réserve le 7 novembre. On n'a aucune idée de savoir si ça va pouvoir se faire ou pas, les circonstances, etc. Pour le moment, on travaille. Voilà. Donc pour le moment, on travaille comme si ça allait se faire, parce qu'on croise les doigts et qu'on espère que ça sera le cas. Mais voilà, c'est le live qui a, comme tout le monde, qui a été perturbé. Donc à défaut, ce qu'on fait, c'est qu'on se rabat sur les clips. On a la chance d'avoir Alban qui nous aide à mettre les chansons animales d'une façon qui est incroyable. On a vraiment hâte que les gens voient le clip de Ropes. On monte encore là-bas quelques crans par rapport à ce qu'on a fait jusque-là. Et puis on travaille à exposer le groupe sur les réseaux sociaux. On va continuer à produire du contenu. Pendant le confinement, on a compensé partiellement notre frustration de ne pas pouvoir être ensemble en enregistrant des reprises, en faisant du ping-pong les uns avec les autres. Oui, on va finir par les sortir. On a la chance d'avoir été approché par plein de gens très talentueux qui ont voulu faire des remixes pour nous. Donc on a une palanquée de remixes industriels, électro, techno, etc. On a aussi... quelques tutos aussi. On a fait des tutos sur la façon de il y en aura d'autres sur la façon de jouer les morceaux. Et on parle aussi beaucoup, on a pas mal de propositions en ce moment pour aller faire de l'unplugged live, qui est un exercice qu'on aime beaucoup. Parce que c'est toujours intéressant de prendre des chansons qui sont assez massives et très arrangées et de les réduire à une garde sèche, une basse, une batterie balai, une voix, un autre. Très sympa. Ouais. C'est un bel exercice ça aussi. On voit les chansons un peu différemment, et souvent ça donne des idées pour d'autres choses. Ouais. Très très intéressant. Pas de label, pas de manager, pas de quoi que ce soit. On travaille avec Roger, avec Replica pour nous aider à promouvoir de manière professionnelle le lancement de l'album, parce que pour le coup, on a ressenti le besoin d'avoir de l'aide de vrais professionnels sur le sujet. Pour le reste, jusqu'ici, dans la mesure où Trang, c'est un projet qu'on fait par passion, parce qu'on a envie de faire la musique qu'on veut entendre, on n'a pas ressenti le besoin d'aller se trouver des gens pour faire le travail à notre place. Donc on se répartit un peu les choses. Johan a un rôle qui est très très important, en plus de son rôle dans l'arrangement des morceaux et évidemment dans la performance. Il a un rôle qui est assez moteur dans le fait de coordonner un peu toutes les activités autour de la musique qui permettent au groupe d'exister. Julien s'occupe plus d'Instagram, moi je m'occupe plus de la partie Facebook. David bosse énormément sur toute la partie administrative de la gestion de groupe qui est super ingrate mais qui est complètement indispensable. Donc il y a et sur l'organisation des concerts et des répètes, et par exemple c'est lui qui s'occupe de la release party et de toute la logistique qui va autour. Donc on essaye d'être autonome un maximum, pas par paranoïa, mais juste parce que on avait vraiment envie qu'il n'y ait pas d'interférence jusqu'à ce que le produit fini soit prêt. Là, le produit fini, il est là, on est content de l'album, on a envie que les gens l'entendent, on a envie qu'il soit exposé. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le prendre et que dans la mesure où le Covid nous fout la paix le plus vite possible, d'ailleurs c'est pas le Covid, en fait. On va essayer de s'en servir un peu comme carte de visite pour récupérer des opportunités d'aller défendre les chansons en live
dès que ce sera possible, parce que ça nous manque atrocement. Mais oui, tout le reste des aspects du groupe jusqu'ici, on l'a géré soit nous-mêmes, soit avec les 5e et 6e membres officieux du groupe, à savoir Yvan d'un côté, qui est notre ingé et producteur, et Alban de l'autre, qui est directeur visuel. Ça pose quand même. Là maintenant le but c'est vraiment de défendre cet album et de pouvoir le faire signer ce groupe et de passer à l'étape supérieure. De ce temps, pour le moment, on dépense des sous et on fait pratiquement rien rentrer. On a tous des boulots à côté parce que la réalité de l'industrie du disque, ce qu'il en reste, est telle que voilà, aujourd'hui, à moins d'être très très gros, c'est pratiquement pas possible de vivre intégralement de sa musique. Mais on choisit de plutôt pas s'en plaindre et de le considérer comme une force. C'est-à-dire qu'en gros, le fait de ne pas dépendre de ta musique pour vivre veut dire que tu fais très exactement la musique que tu as envie de faire. Avec un peu de bol, elle va plaire à suffisamment de gens une fois qu'ils ont été exposés pour que, un jour, miracle, on puisse même commencer à au moins partiellement en vivre. On serait ravis. Avant tout, on serait ravis qu'il y ait de plus en plus de gens qui se retrouvent dedans autant que nous. C'est ça surtout qui nous ferait plaisir. Jusque-là, on choisit de considérer l'état de l'industrie et le fait d'avoir des métiers qui nous permettent de financer Trank plutôt comme une force que comme une faiblesse. On fait ce qu'on veut. On est assez ambitieux à long terme, on a envie qu'un maximum de gens soient exposés à notre musique et on pense qu'on a quelques albums dont on peut être fier en nous. Donc ce qu'on veut surtout se dire, c'est qu'on veut se retourner dans 10 ans et dire voilà, là, il y a un corps, il y a un truc qu'on a créé, un territoire musical qu'on a créé, qu'on a défriché, on est vraiment fiers, non seulement de ce qu'on a fait, mais des moments aussi inoubliables que possible qu'on aura fait passer à plein de gens avec ça. La prochaine étape pour arriver là, en théorie, ce serait de partir sur scène, défendre les chansons pour construire notre public le mieux possible et puis passer après à l'étape du 2e puis du 3e album. Comment on va gérer ça dans le contexte actuel? Suivant. On verra. On a très hâte de vous voir sur scène. Terriblement hâte, oui. On a vraiment faim de ça. L'album, il a été... oui, on a passé beaucoup de temps en studio à le parfaire, mais la raison d'être de ces chansons... C'est pour aller sur scène. Donc, je sais pas... Le public, voilà. Découvrir le public, les nouveaux, les anciens.